J'aime bien commencer avec une petite histoire pour parler de ces fameuses vanity metrics. Donc, il faut s'imaginer que, qu'aujourd'hui, vous avez un beau jardin, chez vous, vous avez une belle maison et vous aimeriez avoir des fruits, on va dire, bien bio, par exemple des pommes. Et donc, vous décidez de planter un pommier. Alors, comme la plupart du temps, quand vous avez une maison, vous avez forcément un voisin de l'autre côté. Et votre voisin vous voit planter votre pommier, donc il décide évidemment de faire la même chose lui aussi dans son jardin. Alors 10 ans plus tard, on va s'imaginer, il va venir vers vous et va vous dire: «Ah ben, regarde, j'ai un super beau pommier, c'est vraiment top». Et vous allez dire: «Ouais, ouais, c'est vrai effectivement», et peut-être le questionner, lui dire: «Et quoi, il produit beaucoup de pommes et autres?» Et c'est là qu'il va sembler un petit peu embarrassé et peut-être vous dire: Non, pas spécialement, et tiens». En fait, vous allez lui montrer, votre pommier, qui est ici, et qui finalement est plus petit, qui a l'air un peu ridicule, mais qui lui produit bien des pommes. Et donc c'est un petit peu tout ce qu'il y a derrière vraiment le vanity metric, c'est qu'on va avoir en réalité des nombres ou des statistiques qui vont vous faire sentir vraiment fier de votre travail, mais qui au final ne contribuent pas à votre objectif premier, ni à l'intérêt au final de votre business. On dit souvent que c'est un petit peu comme viser à côté, un mauvais focus. Alors, j'ai typiquement un petit case qui est assez sympa, donc d'un client qui est venu vers moi assez récemment. En fait, ils ont changé de traffic manager chez ce client-là. Et traffic manager m'a contacté il y a quelques semaines, m'a dit: «Tiens Kevin, tu as vu un petit peu le trafic, comment ça a évolué depuis que je suis rentré chez ce client?» Et alors j'ai regardé, je me disais: «Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est assez important, on voit 1000 d'augmentation au niveau des utilisateurs, plus de 1000 au niveau des sessions, c'est quand même dingue». Donc il faut savoir que ce client-là, il a un e-commerce, et donc ma question, c'était de lui dire: «OK, ouais, génial, comment est-ce que tu as fait et qu'est-ce que ça a donné aussi au niveau du revenu?» Et il m'a dit: «Bah, écoute, ouais, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé différentes tactiques, j'ai fait aussi de l'affiliation et autres. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau, revenu, on voit pas encore tellement la différence». Il m'a dit: «Mais tu sais, c'est du branding, ça prend du temps, et cetera». En réalité, son revenu, il a diminué tout simplement de 20. Et ce qui est un petit peu comique dans l'histoire, c'est que ça a diminué de 20. On a creusé un peu, tout simplement parce qu'il a envoyé tellement de monde sur son serveur que ça a ralenti toutes les pages, ça a ralenti ses bases de données, pardon, et autres. Et du coup, forcément, ces utilisateurs actuels qui étaient fidèles et qui faisaient des achats régulièrement sur le site, ils ne savaient plus acheter, ou en tout cas de manière beaucoup moins agréable qu'avant. Et donc, cette action qu'il a faite, se baser sur des métriques qui ne servent en gros à rien, qui sont simplement un terme de session, ça lui a fait diminuer ce qui était vraiment important pour eux, qui était le revenu. Alors, ce qui est malheureux, particulièrement malheureux au niveau des vanity metrics, c'est qu'aujourd'hui, sur un site internet, on peut absolument tout mesurer. J'ai pris un petit peu l'exemple d'Universem pour vous montrer ce qu'on mesure, ou ce qu'on peut mesurer, même si on va un peu plus loin. Donc, on peut bien sûr voir le nombre de personnes qui vont changer la langue, qui vont parcourir différents boutons, donc ils vont regarder les cases en particulier. On peut également voir ceux qui vont regarder les nouveautés sur le blog, qui vont aller consulter des réseaux sociaux, qui vont voilà, parcourir certains services qu'on va avoir. Donc tout ça, ça peut nous montrer très rapidement l'engagement et les actions que vont faire les différents visiteurs. Je les ai répartis ici. Donc ça, c'est le type d'action assez classique qu'on peut mesurer sur un site internet, notamment par exemple le nombre de clics qui vont être faits sur différents boutons, le scrolling. Donc ça, c'est quand la personne va descendre dans la fenêtre et va aller chercher différents éléments du site internet. Ça représente déjà aussi un petit engagement. Des soumissions de formulaires, donc particulièrement important si vous essayez de générer des formulaires de contact, des leads, des newsletters ou autres. Le temps passé sur le site, également un indicateur. On a un mouse-over, donc ça, c'est tout ce qui est les personnes qui vont passer leur souris devant un bouton et qui vont hésiter à cliquer, mais ne vont pas le faire finalement, ou vont peut-être le faire après. Qui vont voir certains éléments visibles. Donc ça, c'est par exemple des publicités, qui ne sont pas directement visibles et qui vont scroller pour les atteindre. On peut mesurer aussi
ce pourcentage d'éléments qui étaient visibles. Et enfin, même quelqu'un qui a été voir une vidéo plus de X secondes, plus de 50% par exemple, on peut le mesurer aussi. Donc il y a plein d'autres éléments qu'on peut plus mesurer pour aller un peu plus loin. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement dans ce que tu mentionnes, c'est le temps passé sur le site, parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Il faut savoir que par défaut, je pense qu'Analytics n'est pas proprement configuré pour bien mesurer ce temps et qu'il faut parfois faire très attention par rapport à cette donnée. Tu peux nous Absolument, tu fais bien de le préciser. Donc Analytics fonctionne par défaut en termes de hit en anglais et on va dire d'interaction en français. Donc il mesure au moment où une page est chargée, donc il envoie une interaction Analytics et il va mesurer le temps que la personne va passer sur cette page en fonction du moment où elle va aller sur une autre page ou faire une autre interaction, qui soit un clic, un scrolling ou n'importe quel événement qui va être mesuré dans Analytics. Donc effectivement, si quelqu'un vient sur une page, reste 20 minutes et ne fait rien et part, Analytics ne verra pas que cette personne est restée 20 minutes sur cette page-là. Il n'en verra tout simplement rien. Donc, c'est important d'arriver à mesurer ça. Effectivement, il y a des petits setups Analytics qui permettent de voir ce temps réel et non ce laps de temps entre deux interactions qu'Analytics mesure par défaut. Ok, super. Alors, donc vous avez un petit peu des pistes, mais les Vanity Metrics, ok, c'est bien pour se sentir fier, mais c'est beaucoup moins bien pour tout ce qui est action. Et on va voir un petit cas ici entre nous, un petit exemple pratique de ce à quoi ça peut mener. Donc ici, je vais en profiter pour remercier Belrose qui nous a permis d'utiliser son site internet pour montrer ça. Donc les exemples qui sont montrés ici n'ont rien à voir avec eux, mais voilà, ça permet de bien illustrer ce qu'on a envie de vous montrer. Donc ça, c'est le visiteur X, lambda, qui va venir sur le site de Belrose. Voilà, la personne vient, regarde un petit peu, et finalement, elle quitte. Ça a été bref mais intense. Alors, donc, vous voyez un petit peu ce genre de session, ça apporte pas énormément d'éléments. Maintenant, si on se met vraiment dans la peau de notre traffic manager ou de la personne qui va faire les analyses derrière, et qu'on essaye de voir, lui, il va regarder quoi? Il va se dire, OK, j'ai plus de sessions, donc c'est bien. J'ai plus de personnes qui ont vu mes produits, donc je suis sur la bonne voie. En théorie, donc ça sont des chiffres qui sont existants que j'avais récupérés sur le site de Google, où ils ont un store aussi où ils vendent leurs produits, donc qui est public. Donc ça, ce sont des vraies données qui leur appartiennent réellement. Ici, on voit que ça augmente, donc tout a l'air bien. Donc un traffic manager va se dire, OK, ma politique marche bien, mes actions marketing fonctionnent bien, je gagne en visibilité. Alors moi, derrière, si Traffic Manager me montre ça, je vais toujours venir essayer de challenger un petit peu en disant, tiens, et ça donne quoi au niveau des résultats, au niveau des transactions? Et là, c'est souvent là où le bas blesse, c'est qu'on voit que les transactions ne suivent pas du tout avec les vues de produits. Et donc, ce qui va se passer naturellement, c'est que notre Traffic Manager va analyser petit à petit en amont, où est-ce que ça bloque et il va. En fait, c'est vraiment au niveau de l'ajout de produits au panier que ça marche pas. Donc, les gens voient mes produits, mais n'ajoutent pas au panier. Alors ça, en général, ça génère toujours la même idée sur la plupart des personnes, c'est de se dire, OK, ça veut dire peut-être la personne hésitait, peut-être qu'elle n'était pas tout à fait convaincue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du remarketing. Super outil. Et souvent, ça marche bien d'ailleurs. Donc, pourquoi s'en passer? Alors, c'est parti. Notre Traffic Manager va décider de faire plein de chouettes campagnes sur Facebook, sur Google Display, l'affiliation, sur tout ce que vous voulez. Donc, on va être visible absolument partout. Ça va être énorme. De l'autre côté, le département marketing, il va avoir vraiment cette impression de piloter un paquebot. Et au final, en fait, on voit pas tellement les ventes augmenter, même après ce remarketing. Ouais. Donc là, c'est typiquement une augmentation très violente des dépenses publicitaires parce qu'on pense que cette augmentation de trafic, c'est quand même du trafic préqualifié et on a envie quand même de le pousser plus bas dans l'entonnoir, alors que finalement les ventes ne vont tout simplement pas décoller, quoi. Donc, c'est exactement ça. Et en fait, si on regarde même notre graphique, juste pour revenir en arrière, mais en fait, ça va simplement gonfler à nouveau les product view et le nombre de sessions. Donc, on va rester toujours dans cette même logique où on va avoir ce problème
de conversion. Ok, tout à fait. Donc, on peut se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que mes visiteurs, finalement, ils n'achètent pas? Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils regardent mes produits? Pourquoi ils n'achètent pas? Alors, nous, on voulait vous présenter une des raisons potentielles. Il y en a probablement d'autres. Mais la première raison, c'est de se demander, tiens, c'est qui ce visiteur X? Moi, je peux vous le présenter ici. Je vous présente Willy. Donc, il a un chien, il est célibataire, il adore l'IT, c'est un petit peu un geek. Et par contre, il n'aime pas du tout la mode. Mais par contre, c'est vrai que quand Willy il voit une jolie fille dans son fil d'actualité, il n'aura jamais l'occasion de cliquer dessus. Et donc, typiquement, le Willy, il va gonfler artificiellement vos stats. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous aimeriez payer pour avoir un Willy qui revient sur votre site d'e-commerce, en particulier fashion pour le cas de Belle Rose? Donc, probablement pas, mais en réalité, vous êtes probablement déjà en train de payer pour des Willy sur votre site internet maintenant. Pour Willy. Ouais. Vous pouvez lui dire bonjour. Alors ici, je voulais mettre en comparaison avec un autre visiteur, donc cette fois-ci qui est Anna. Donc, ouais, on voit clairement qu'Anna va beaucoup plus loin. Démarche, c'est déjà très différent comme regarde. Déjà, elle va regarder les photos, elle fait un petit changement de couleur. Ça arrive. Ok. Il y a des blagues sur Willy, il faut le sauver. Le problème, c'est qu'on veut tous sauver Willy. Mais le problème, c'est les ad spend et ce que ça peut représenter pour les différents départements marketing, cette augmentation violente des budgets. On a quand même relativement beaucoup de cas où je crois que c'est un peu un premier réflexe de se dire, OK, première chose à faire pour augmenter mon chiffre d'affaires, c'est d'augmenter mon nombre de visiteurs. Et donc, il y a un premier focus évident dans la plupart des tactiques et stratégies marketing qu'on rencontre, surtout en e-commerce, c'est cette volonté d'augmenter la visibilité de l'entreprise. Et donc, on a investi très vite beaucoup de budget dans cette visibilité de l'entreprise, de la marque, et donc dans cette acquisition de visiteurs pas forcément qualifiés, comme vient de l'expliquer Kevin. Et puis finalement, ces visiteurs, on les a eus au moins une fois, et on ne fait pas spécialement toujours attention à creuser une, deux étapes plus loin et se dire, OK, mais quel était finalement le comportement de cet utilisateur? Quelles données puis-je aller rechercher par rapport à une session spécifique pour enrichir mes données de base et donc finalement, comme tu le dis, Kevin, recibler la bonne personne. Donc sauver Willy, oui. Si j'étais un acteur de l'IT, oui, avec plaisir en fait. Peut-être qu'il y aurait moyen pour Belle Rose de monétiser ces datas, et les gens qui ont ce comportement sont peut-être tous des Willy, donc on peut peut-être revendre ça à des acteurs majeurs de l'informatique. Faites-nous signe si vous voulez, on peut peut-être vous mettre en relation, ça peut valoir la peine. Donc voilà, donc pour revenir au cas de Anna, donc pour ceux qui n'auraient pas vu, donc elle a regardé différents vêtements, elle a choisi la couleur qui lui plaisait, sa taille, elle a même regardé la quantité et elle a hésité d'ajouter au panier, puis finalement a quitté le site internet. Donc on voit déjà directement la différence d'engagement entre une personne, je vais appeler Willy ici, qui va venir sur le site et partir directement, et quelqu'un qui est vraiment intéressé par le produit et qui va faire différentes petites actions ou interactions avec le site qui vont créer en fait un engagement. Et donc forcément, de cet exemple, c'est simple. Si on retarget, comment est-ce qu'on peut actionner ce type de données, cette connaissance que vous avez maintenant? C'est si vous retargetez tout le monde, tous ceux qui ont vu vos produits, vous allez probablement perdre de l'argent, spécifiquement si vous êtes un gros site d'e-commerce, parce que vous allez payer pour 50-60% de Willy. À côté de ça, si vous arrivez à concentrer vos efforts sur des personnes qui sont réellement intéressées et intéressantes pour vous, forcément, vous allez avoir des résultats qui vont être assez incroyables et beaucoup plus importants. Je vais te laisser développer un petit peu le B2B. Oui, parce qu'en effet, je pense que là, on a beaucoup parlé du B2C. Et une des remarques qu'on a souvent au niveau du B2B, c'est qu'une des priorités, comme je viens de le dire, c'est de surtout générer de la connaissance, de l'awareness, comme on dit, autour de la marque, et de se contenter de ça. Alors, j'ai un super bon exemple pour vous. Moi, je suis arrivé chez Universem au mois d'avril, ça ne s'invente pas, de l'année dernière, et en soi, je pourrais envoyer ces belles statistiques aux 3 fondateurs d'Universem et justifier confortablement mon salaire, puisque tout va très très bien. Le nombre de followers sur LinkedIn a fortement augmenté.
c'est formidable, j'ai fait du bon boulot. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait du bon travail sans même forcément augmenter mon ad spend, quoique un petit peu quand même, on a fait plus de campagnes, c'est évident, notamment pour des webinaires, notamment pour des contenus qui sont quand même relativement engageants. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Kevin, il faut toujours creuser un pas plus loin. Et donc, une fois que vous avez déjà été voir cette petite information du nombre de followers, du nombre de visiteurs sur votre page LinkedIn, posez-vous la question de qui vient visiter mon site, qui vient visiter ma page, qui vient prendre des renseignements sur mes publications et sur mes services. Et donc là, encore une fois, je peux envoyer ce magnifique schéma aux 3 fondateurs, leur dire, vous inquiétez pas, je ne vous amène que du top, uniquement des seniors, bon, malheureusement aussi beaucoup d'entry, mais derrière tout de suite compensé par des directeurs et des managers. Donc a priori, je suis complètement dans le bon, j'ai même des CXO, etc. Donc je suis vraiment en train de faire de l'excellent marketing. À dire vrai, je fais peut-être de l'excellent marketing, mais ce que je vois aussi, c'est qu'une très très grande majorité des visiteurs de ma page, ce sont en fait des gens qui sont dans mon industrie. Et donc là, je pense que vous avez fait à peu près la même liaison que la mienne dans votre esprit. C'est génial. Il a attiré de plus en plus de suiveurs. Il a fait grossir le trafic sur la page LinkedIn de l'entreprise. Mais il n'est parvenu qu'à faire une chose, c'est attirer ses concurrents. Donc ça, c'est formidable, c'est très chouette. Mais je pense qu'en effet, là, du coup, c'est une statistique que j'aurais peut-être probablement, ou des données que j'aurais pas spécialement envie de partager, du coup, avec les 3 fondateurs d'Universem. Et ça peut être exactement la même histoire sur Twitter. Alors évidemment, comme on parlait des vanity metrics et qu'on avait envie de faire un webinaire, on avait pris quelques exemples pour illustrer les propos du jour. Et il nous est arrivé quelque chose d'assez comique dans la mise en place de ce webinaire, c'est qu'on a fait des campagnes Twitter. Pourquoi des campagnes Twitter? Tout simplement parce qu'au niveau B2B, ça fonctionne encore assez bien, que le ciblage est encore assez sympa, et que ça permet de faire des chouettes petites campagnes assez engageantes. Et donc on s'est dit, ok, en plus on sait très bien que le coût par clic sur Twitter est généralement beaucoup plus abordable que sur d'autres plateformes. Donc on s'y est un peu risqué. Et formidable, on voit qu'en effet, le nombre d'impressions au mois d'octobre a explosé, campagne à l'appui, donc tout va très bien, le nombre de followers augmente aussi, c'est formidable, et même quand je vais un peu plus loin dans mon analytics, that's a peak, that's a very nice peak, ça augmente. Mais en gros, c'est exactement la même histoire que dans le B2B, que dans le B2C pour le B2B. C'est vraiment pareil, ça vous pouvez vraiment me croire. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que ce pic, on a fait un lien et on est certain, ou quasiment certain, que la cause, c'est en effet cette campagne de Twitter qu'on a déployée pour augmenter le nombre d'inscrits au webinaire d'aujourd'hui. Donc là, tout va très bien. Le ciblage de ma campagne, bon, ok, je vous montre les ciblages de base parce que évidemment, ça induit le problème que je vais vous présenter. Donc on a bien ciblé la France et la Belgique en français, qui étaient vraiment les éléments qu'on voulait attirer sur notre site. Hein. Le webinaire est donné en français. Les régions dans lesquelles nous sommes actifs, c'est la Belgique et la France, tout va très bien. Et pourtant, le deuxième pays qui est venu le plus me voir, eh bien, c'est les États-Unis. Alors voilà, on a eu quelques petits échanges avec Twitter. Il s'avère que c'est une petite couac de la plateforme, ça arrive. Mais en soi, si je devais, de la même manière dans le B2B que dans le B2C, me limiter à, ok, ma campagne fonctionne, j'ai un accroissement de trafic, j'ai un nombre de partages suffisant, j'ai un nombre de followers qui augmente, donc apparemment elle porte ses fruits, je pourrais me contenter de ça. La vérité, c'est que cette campagne a été un échec cuisant, puisqu'en fait, elle a tourné, elle a utilisé le budget que je lui ai alloué, on va bien entendu se voir crédité, mais elle a tourné avec les critères de ciblage que je lui ai donnés, et malheureusement, c'est les États-Unis qui en ont bénéficié. Alors j'étais vraiment très content de voir des gens de San Francisco, de Sacramento et d'autres régions venir faire un petit tour chez moi. Mais alors le taux de rebond a fait un jump, c'est incroyable, c'est plus 61%, ce qui paraît tout à fait normal puisqu'ils sont arrivés sur une page française et enfin voilà, je pense que comme on le sait, les Américains sont pas enclins à parler d'autres langues et donc vraiment clairement on peut voir au travers de différents axes, différentes analytics, différentes métriques, voir qu'en fait cette campagne a complètement dérapé, complètement glissé. Alors, à contrario, il y a la même chose. Donc, encore ici, un petit recording. Donc, des outils de recording, il en existe plusieurs. Donc là, c'est typiquement un petit outil de recording qu'on utilise beaucoup chez Universem pour présenter un peu ce qui se passe. Et là, on a encore une fois un visiteur qualifié qu'on a appelé Anna et qui, typiquement, passe du temps sur le site, prend vraiment son temps. Ouvrir chacune des sections, va descendre vraiment bas dans chacune des pages, va se renseigner sur les certifications d'Universem, va prendre le temps d'aller découvrir les cases, va plus spécifiquement regarder quelles sont nos références, quel client nous fait confiance, où nous sommes actifs, va télécharger un cas client,
Alors, ça peut paraître anodin, mais en fait, le fait qu'elle télécharge un cas client, mais ça va aussi vous aider au niveau du remarketing et du ciblage de vos audiences. Parce que le cas échéant, si j'ai bonne mémoire, Anna va télécharger le cas d'UNICEF. Et donc, on voit tout de suite que UNICEF, on a mis des choses en avant. Typiquement, c'est pour des campagnes Facebook. Donc, il est probable que Anna soit intéressée par des produits Facebook. Et ça, je le déduis directement de par le fait qu'elle ait téléchargé ce cas et qu'elle aille encore une step plus loin puisqu'elle décide en fait d'essayer de nous contacter, puisqu'elle va vers la page contact du site Universem, prend le temps de voir où nous sommes basés, où sont nos bureaux, à qui elle peut éventuellement faire appel. Essayer de se renseigner un peu sur la localisation plus précisément, et puis même va hésiter en fait à remplir un formulaire de contact, va cliquer sur le champ, et puis finalement va se dire ok, peut-être pas maintenant, je sais qu'ils existent, j'ai vu qu'ils étaient, et donc va juste mettre un terme à sa session après avoir vraiment pris le temps de parcourir en long et en large mon site web. Donc là, il s'agit vraiment de recording d'utilisateurs qui sont venus sur le site d'Universel. Et là, je vous pose exactement la même question qu'avec Belle Rose. Est-ce que je vais payer pour cet utilisateur basé à Washington qui, suite à une erreur d'une plateforme social média, s'est vu présenter ma campagne en français pour des vanity metrics et s'est dit mais je comprends même pas pourquoi je reçois ce contenu, ou est-ce que je recible Anna qui a vraiment pris le temps en long et en large de parcourir mon site web et de regarder très clairement ce qui s'y passait, ce que j'avais à proposer et ce que je pouvais lui offrir au niveau digital marketing. Et donc, très clairement, si on va dans quelques listes, dans quelques exemples de ce qu'a fait Anna, ce qu'on voit, c'est qu'elle a déjà pris le temps de cliquer sur des call to action. Elle a téléchargé un case qui est tagué. Donc, vous pouvez clairement, au niveau de vos analytics, configurer différents éléments d'action et donc voir quelle action a été prise et en fonction du case qui a été téléchargé, créer et cibler vos audiences différemment. Elle a vérifié quelles étaient nos références, ce qui peut par ailleurs me donner des indications si c'est organisé par secteur, sur le secteur d'activité dans lequel évolue Anna. Elle a fait du button over, donc elle est quand même passée sur différents éléments du site en hésitant à cliquer. Elle a passé du temps sur la page, et donc comme l'expliquait Kevin au niveau du temps passé sur un site web, là il y a eu plusieurs hits, donc on voit clairement que la session a duré plus d'une minute, ce qui est quand même très intéressant. Elle a commencé à compléter le formulaire, mais finalement a décidé de l'abandonner, et elle a même fait un zoom sur la page de nos bureaux pour bien voir où était localisé Universem. Donc tous ces éléments-là nous montrent qu'en soi, elle est beaucoup plus engagée avec mon site web, beaucoup plus engagée avec mon contenu, avec les services et ma marque, et donc typiquement représente clairement un intérêt plus avancé que un utilisateur lambda qui, typiquement dans le cas de ma campagne Twitter, est arrivé sur une landing page, a pris le temps éventuellement de parcourir, et ça c'est dans le meilleur des cas, et puis tout simplement a quitté. Ici, ce qu'on a pu remarquer, c'est un acharnement des Américains à changer de langue. Donc c'est quand même assez surprenant, c'est qu'ils ont tous été dans le coin supérieur droit pour changer de langue, et puis ayant réalisé que le webinaire n'était pas disponible dans leur langue parce que ce n'était disponible qu'en français, quittaient le site immédiatement. Donc voilà, c'est typiquement... ça prouve clairement que voilà, les gens n'étaient pas du tout qualifiés, donc il n'y avait aucun intérêt. Et donc la grande question, comment on distingue Billy d'Anna finalement? Oui, tout à fait. Et pour ça, en fait, on a développé une petite méthodologie chez Universem. Donc la première étape consiste à enregistrer, je vais détailler l'ensemble des étapes par la suite. Ensuite, de segmenter. Donc, essayer de voir qui est le visiteur intéressant et qui ne l'est pas, justement. Bien définir les KPI et l'audience que vous aimeriez pouvoir utiliser par la suite. Et ensuite, retargeter de manière à actionner toutes ces données que vous avez eues. Donc, pour ça, pour tout ce qui est d'enregistrer les sessions, on utilise entre d'autres outils Hotjar, qu'on conseille pas mal à nos clients parce que c'est assez abordable comme logiciel, qui est une version gratuite qui est déjà sympathique et qui permet vraiment d'enregistrer tout. Il note aussi les interactions sur la base. Donc, vous voyez vraiment une petite vidéo de votre visiteur en train d'explorer votre site. C'est très chouette pour essayer de comprendre et de bien voir ce qui engage un visiteur vs ce qui n'engage justement pas du tout certains visiteurs. Ensuite, on va vous conseiller de segmenter vos visiteurs, donc via vos propres règles, même si on va pas en conseiller. Par exemple, on va avoir l'interaction, donc qui va être quelqu'un qui voit plus d'une photo, qui va essayer de parcourir les photos d'un produit. Ça peut déjà être un premier signe d'engagement. Et donc, si on constitue différentes audiences en fonction de ces interactions, on va pouvoir les analyser dans Analytics et voir, par exemple, quelqu'un qui a vu plus d'une image, il a tendance à convertir dans 1% des cas, par exemple.
on peut aller plus loin et définir à chaque fois des audiences pour différents types d'interactions, de manière à voir comment le taux de conversion va évoluer en fonction de ces différentes audiences. Et de cette manière-là, on va pouvoir attribuer un niveau d'engagement et dire, OK, ça c'est mon premier niveau d'engagement, donc celui qui convertit moins. L'ajout au panier, par exemple, ça va être un de mes niveaux d'engagement les plus élevés. Là, OK, cette personne-là, si elle n'a pas acheté derrière, je suis prêt à mettre plus de budget dessus. Donc après, il faudra définir et importer, on va dire, ces audiences dans Facebook et Analytics. Ça, c'est plus une formalité, mais ça, c'est quand même à faire d'un petit point de vue technique. Et ensuite, justement, retargeter ces personnes en allouant un budget défini en fonction de leur engagement. Et donc là, on parle de budget alloqué, de engagement-based budget allocation, pour reprendre le terme exact, donc qui vous permet vraiment d'avoir un maximum de performance et un retour sur investissement qui soit le plus élevé possible. Alors, vous l'avez compris, donc une étape clé, c'est de définir vos KPI, ceux qui sont vraiment actionnables. Donc ici, j'en ai repris quelques-uns. J'ai une liste un petit peu plus exhaustive juste derrière. Mais donc clairement, des personnes qui vont voir des images produits, qui vont sélectionner la couleur d'un produit, sa taille, l'ajouter au panier, convertir. Donc à chaque fois, ce sont des niveaux d'engagement qui sont différents et qui sont de plus en plus engageants. Donc, définissez-vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est important, comme pour Universem, que le client potentiel, il aille parcourir nos cases? Est-ce que c'est important qu'il s'inscrive à nos newsletters? Est-ce que c'est important qu'il aille voir les news sur votre blog? Donc, ça peut être plein d'actions qui sont clés pour vous, qui sont déterminantes et qui, en général, mènent à la conversion. Une fois que vous avez identifié ces différentes actions, ces différentes interactions, vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué, attribuer un taux de conversion et passer par la suite en pilote automatique au niveau de votre remarketing. Nous, on aime bien distinguer 3 catégories d'engagement du client. Donc, ce qu'on appelle, je vais dire, basic engagement, parce que s'il n'y a pas au moins ça, pour nous, c'est pas quelqu'un d'intéressant à retargeter. C'est vraiment typiquement un Willy qui est venu sur le site parce que, et ça peut être plein de choses, un Willy typiquement sur des jeux, si vous prenez Candy Crush, quelqu'un qui va faire du display ou vous allez faire de l'affiliation, ils vont vous demander de cliquer pour pouvoir débloquer un niveau supplémentaire. Donc les personnes cliquent, elles arrivent, elles repartent, ça contribue absolument en rien au site. Si ce n'est que peut-être la personne a vu votre logo tout au plus, donc peut-être il y a un tout petit micro-impact de branding, mais encore c'est assez limité. Mais donc nous, on va se concentrer vraiment sur les 3 catégories d'engagement minimal, on va dire, avec un engagement qu'on appelle basique, qui est une personne qui va aller voir plusieurs pages, qui va interagir avec votre menu, qui va faire une recherche peut-être pour un produit, qui va cliquer sur vos bannières, qui va changer les fils, qui va scroller, qui va parcourir des boutons, etc. Donc ça, ce sont tous des engagements qui sont basiques, donc qui vous rapportent pas a priori d'argent directement, mais qui montrent quand même un certain intérêt de la personne et qu'on peut le retargeter. Ensuite, on va catégoriser tout ce qui est micro-conversion. Donc là, on est dans quelque chose qui est déjà plus fort. Donc la personne va télécharger un document, par exemple un case, elle va cliquer sur un produit, elle va peut-être commencer à remplir un formulaire de contact sans le terminer. C'est déjà une micro-conversion parce qu'on sait qu'on va pousser un petit peu plus, peut-être c'est juste parce qu'elle n'a pas le temps, elle va pouvoir le terminer. Elle va ajouter un produit au panier, faire une requête de démo, etc. Par exemple, tout ça sont vraiment des micro-conversions. Donc, c'est un premier engagement qui vous permet même souvent de collecter des informations sur la personne. Je prends l'exemple aussi du newsletter. Et enfin, on a vraiment le macro-conversion. Donc ça, ici, la personne va faire ce que vous attendez d'elle pour votre site. Donc, elle va aller dans votre site Internet, elle va faire une transaction ou elle va remplir un formulaire de contact parce qu'elle est intéressée par vos produits. Donc là, ça contribue à votre business, ça contribue à votre chiffre d'affaires et là, on est vraiment dans une conversion forte. C'est intéressant de spécifier que ces différents éléments, ça ici, c'est à titre d'exemple. Vous avez des axes qui peuvent varier, par exemple, en fonction de chacune des stratégies et des tactiques que vous choisissez. Donc, typiquement, pour du brand awareness, dans le cas d'Universem, on va être tout à fait honnête, quelqu'un qui s'abonne à notre page n'est pas une micro-conversion. Mais dans le cadre d'une brand awareness, dans un axe public aussi, là, on peut le considérer complètement comme une micro-conversion. Ouais.
chacun de ces axes, là ici on vous présente un modèle relativement standard et générique que l'on emploie massivement chez beaucoup de nos clients, mais ici très clairement c'est flexible, c'est adaptable, on peut déplacer chacun des éléments en fonction des objectifs que vous poursuivez. Donc finalement ce qui est très intéressant au niveau analytics et ce qui est essentiel, c'est de savoir vers où vous voulez aller pour déterminer ensemble vers quoi on veut tendre et ce qu'on va mesurer pour tendre vers cet objectif que vous vous êtes fixé. Et là, je pense que c'est souvent là que le bas blesse, là qu'on retrouve aussi souvent des petites anomalies chez certains de nos clients. Donc voilà, c'est intéressant de voir que vous pouvez mesurer chacun de ces éléments et les positionner sur ces trois axes, ces trois catégories, en fonction de vos besoins et des objectifs que vous voulez atteindre. Ouais. L'intérêt aussi d'avoir ces différents niveaux d'engagement, c'est que parfois, si on n'a pas assez de macro-conversion, donc par exemple pour un site qui va se lancer, une startup ou autre, on peut aller chercher vraiment dans un premier temps, d'engagement un peu plus basique, voire des micro-conversions, pour permettre justement à Facebook et à AdWords d'avoir un minimum de data, parce que clairement, s'ils n'ont aucune data, ils ne savent pas optimiser de leur côté, et on monte très vite dans des CPC, des CPA qui sont assez élevés. Donc ça peut être intéressant pour permettre justement à vos différents médias d'apprendre sur vos visiteurs et de pouvoir optimiser par rapport à ça. Donc typiquement, se concentrer sur des micro-conversions pour diminuer son coût d'acquisition dans des phases initiales n'est pas forcément mauvais, quoi. Si je te suis, c'est pas une mauvaise tactique. C'est pas forcément mauvais, ça dépend vraiment de comment on se positionne, à quel niveau de maturité le client va se trouver aussi et le nombre de visiteurs qu'il a derrière. Donc bien sûr, si le client a par exemple énormément de visiteurs, je vais lui dire d'être le plus qualitatif possible, spécifiquement dans ses actions marketing, parce qu'il peut se le permettre et parce que s'il ne l'est pas, il va dépenser énormément de budget très rapidement, sans avoir un retour sur investissement qui soit dingue. Par contre, c'est clair que pour une startup qui se lance et qui ne fait quasiment aucune vente, si on commence à optimiser leur campagne pour avoir des ventes, avec des moyens classiques de Facebook, on va enregistrer les ventes et dire à Facebook, tiens, optimise-moi pour avoir le plus de ventes possible, que ce soit par exemple pour Google, mais ça marchera pas. Parce que Facebook, il va faire une vente tous les mois, par exemple. Google va faire une vente tous les mois. Ils savent pas apprendre sur base de ça. Leurs algorithmes ne sont pas faits sur ça. Il faut au moins qu'il y ait 2-3 actions ventes, on va dire, par jour pour qu'ils puissent vraiment facilement améliorer toujours et vous permettre d'avoir des CPA de plus en plus bas. Ok. Alors, ici, je voulais reprendre ton exemple, Hugues, qui était assez intéressant. Donc, effectivement, si on se base sur l'enregistrement que Hugues vous a montré, on dirait, OK, on va faire du remarketing, mais essayez de réfléchir aussi à ce que vous voulez, mais aussi à ce que vous ne voulez pas. Et donc, par exemple, dans le cas d'Universem, on n'a pas envie de faire du remarketing pour des personnes qui vont postuler chez nous. Et donc, si la personne regarde la carte et va insister pour vraiment bien comprendre comment on est le premier qui s'est acharné. C'est un véritable enregistrement. Apparemment, le numéro 38, ça allait, le numéro 40, ça n'allait pas. Il n'était pas certain. Donc, la personne a bien cherché où on se trouvait. Effectivement, on pourrait se dire ça doit être un client intéressé. A priori, il veut se rendre chez nous. Mais si on regarde un petit peu en amont, on voit que la personne consulte nos offres d'emploi. Donc, en fait, c'est probablement pas un client, mais plutôt un candidat potentiel. Ce qui permet de faire aussi du remarketing au niveau HR, hein, mais c'est juste pas tout à fait la même tactique. Ça dépend, il faut que ça serve toujours votre objectif principal. On est bien d'accord. Alors, les Vanity Metrics, ce qui est bien, c'est qu'on peut à chaque fois du coup les transformer en métriques, on va dire, actionnables. Donc, par exemple, un utilisateur, vous pouvez le transformer en visiteur intéressé, à nouveau en fonction de vos propres règles. Donc, si par exemple, pour vous, un visiteur qui a tendance à convertir, c'est quelqu'un qui voit au moins 3 pages, vous vous dire, OK, pour moi, un visiteur intéressé, c'est quelqu'un qui a vu au moins 3 pages. Et quand vous faites votre reporting, vous ne le faites pas sur votre nombre d'utilisateurs, mais sur le nombre de visiteurs intéressés. Et à partir de ce moment-là, vous couvrez déjà du risque d'avoir énormément d'UED, entre guillemets, pour venir avec lui. Ça va devenir vraiment célèbre. Je crois qu'on va faire un t-shirt pour la fin de l'année. Dans vos stats. De la même manière, quelqu'un qui voit un produit, pour moi, ça a très peu de valeur. Après, quelqu'un qui va faire des interactions sur un produit, qui va ne fût-ce que sélectionner la taille ou regarder plusieurs images, c'est déjà quelqu'un qui est intéressé par le produit parce que vous voulez lui proposer. Donc là, on peut aussi définir une métrique qui englobe différentes actions ou engagements à mesurer d'un point de vue plus global et plus stratégique au sein de votre entreprise. Story Locator Viewer, donc pareil, ça peut être plutôt que quelqu'un qui arrive sur la page où on voit toutes les boutiques que vous possédez, ça peut être quelqu'un qui arrive sur cette page-là, mais qui en plus va faire une recherche pour un store en particulier. Là, à nouveau, on est dans 2 catégories de personnes qui sont complètement différentes.
Et on le fait pour pas mal de clients. Et notamment, pour un client, on est passé d'une optimisation à un vue de page du store locator à justement une optimisation pour des personnes qui cherchent un store. C'est un client qui avait pas mal de visiteurs. Ça a permis vraiment de booster la conversion et d'avoir des gens qui vont beaucoup plus se rendre dans du store, donc de booster le drive to store. Alors, à nouveau, Facebook Live, bon, je ne vais pas tous les détailler, mais c'est peut-être plus intéressant de prendre un taux d'engagement moyen. Donc, est-ce que les personnes vont avoir tendance à interagir avec vos publications, liker, parce que des likes, vous pouvez en acheter 10 000 pour 100 euros en tapant ça sur Google. C'est pas très compliqué. Au niveau des pages vues, à nouveau, regardez les taux de conversion. Le revenu par utilisateur, il est super important, mais dans le cadre d'un e-commerce, c'est encore plus intéressant d'aller voir ce que la personne me rapporte sur du long terme. Donc, est-ce qu'elle revient régulièrement ou non? Donc, ça va changer complètement toute votre politique au niveau de l'acquisition. Donc, si vous payez 10 euros pour quelqu'un qui va acheter un produit que vous vendez à 20 euros, c'est pas intéressant. Maintenant, s'il achète ce produit à 20 euros tous les mois pendant 3 ans, là, on est sur un autre cas de figure. Ne regardez pas non plus forcément les nombres de clients acquis. Bien sûr, c'est intéressant, mais pourquoi pas regarder le coût que ça représente d'acquérir un nouveau client. Ça, c'est encore plus intéressant parce que ça vous permet de passer à un moment donné en pilote automatique et dire, OK, moi, je suis prêt à payer ça et on y va. Et je sais ce que m'apporte mon client derrière, donc c'est parti. Et il faut finir les coûts marketing à nouveau, c'est pareil. Donc, pourquoi pas regarder plutôt le retour sur investissement, ou en tout cas au niveau des annonces. Alors, je dis pas que les vanity metrics, elles sont totalement inutiles parce qu'on a des clients qui sont plus larges et qui vont faire attention au branding. Donc, pour eux, ça peut représenter un indicateur d'une certaine manière, même si je dis toujours, OK, prenez-les en compte, mais ne basez pas vos décisions dessus. C'est ça vraiment mon message. Mais après, on peut se poser la question, mais quelle est la valeur d'une impression? Quelle est la valeur d'une vidéo qui est vue, d'un partage sur Facebook, d'un like? Tout ça, ça rentre un peu dans le cas d'un engagement. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, Facebook permet d'analyser, d'obtenir une réponse, même si elle est approximative à ce type de questions, via un funnel qui va permettre d'intégrer votre page Facebook, votre page Instagram, votre pixel dans un seul groupe de données, un seul groupe de sources, on va dire, sur Facebook. Et de là, en fait, il va pouvoir voir en amont, tiens, OK, des personnes qui ont réagi à mon post, il y en a 50% qui sont venus sur ton site, il y en a 10% qui ont ajouté un produit au panier, finalement 1% qui ont fait un achat. Et donc ça permet quand même d'avoir une vue sur le funnel et de se dire, tiens, OK, moi, si je paye pour avoir des réactions sur mes posts, je sais qu'il y en a 1% qui va potentiellement convertir, ou en tout cas parmi ce client. Évidemment, il faut quand même une certaine masse de données, sinon c'est pas très fiable. Mais donc, Facebook fournit un outil qui permet d'analyser ce type de données aussi. Donc ici, on aimait bien cette petite citation de Jennifer Folk de Gartner qui dit que c'est plus assez de mesurer des vanity metrics uniquement et que les impressions et le trafic, c'est bien beau, c'est intéressant, ça vous rend fier, tout ce que vous voulez, mais c'est clairement pas lié directement au succès de votre entreprise. Non, je pense que vraiment, il faut creuser un cran plus loin aujourd'hui. Il faut vraiment se poser la question de quel objectif je veux atteindre, quels indicateurs je dois suivre en fonction des objectifs que je me suis fixés, et puis de réfléchir à comment mettre en place une stratégie claire qui permet d'y arriver progressivement et de mesurer chacun des éléments de ces stratégies. Et c'est ça qui fait toute la différence. Clairement. Aller toujours un step plus loin, c'est possible. Vraiment, aujourd'hui, on a tous les outils pour, donc ça vaut la peine. J'ai aussi envie de rassurer un peu l'audience, que je pense que parfois ce qui fait peur avec Analytics, c'est que ça peut paraître très délicat, très difficile. Je pense aussi que parfois on n'est pas certain de savoir ce qui est remonté, parce que certaines des données ne sont pas toujours celles que l'on pense être. On parlait du temps passé sur un site tout à l'heure. Voilà, ça c'est typiquement le meilleur métrique à ne pas complètement suivre dans Analytics. Je ne sais pas combien d'entreprises nous appellent à l'heure actuelle en disant « mais mon blog ça fonctionne pas, il reste 10 secondes sur ma page ». Oui, ou malheureusement le hit a été mal mesuré, ou ils ne restent pas du tout sur la page parce qu'en soi ils vont sur le blog, rien n'est configuré pour suivre les éléments de scroll, et donc finalement ils parcourent l'article, il reste peut-être 5, 10, 15 minutes,
mais les deux hits ne sont pas mesurés correctement en fonction de la configuration. Donc tout ça, en fait, c'est des choses à prendre en considération, mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça veut juste dire que une donnée, ça s'analyse, ça se questionne, il faut la qualifier, il faut la rendre correcte, il faut être sûr que ce qui est remonté est bien ce que vous voulez voir, et ne pas hésiter finalement à faire Sur combien de comptes actuellement, par exemple, tu as des métriques qui sont personnalisées, custom? On en fait de plus en plus en soi. Ouais, on en fait de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui est important. Bon, j'étais aussi à San Francisco pour Google, donc sans rien dévoiler parce qu'on a signé un accord de confidentialité. On aimerait, mais on peut pas. Mais clairement, sur ne fût-ce qu'un an, ça a énormément évolué tout ce qu'on peut traquer sur un site internet, tout ce qu'on peut suivre par rapport à, clairement, il y a 1, 2, 3 ans où on avait peut-être 2, 3 fois moins de choix. On peut en plus ajouter des dimensions personnalisées. On peut aller de plus en plus loin avec les audiences. Ça évolue quasiment tous les mois et c'est ça qui est hyper excitant dans le domaine de l'analytics. Ça bouge beaucoup et c'est clair qu'il y a des trucs qu'on a implémentés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on devait le refaire ou le mettre à jour aujourd'hui, on pourrait encore mettre plein de choses en plus parce qu'on a des possibilités supplémentaires avec ces nouveaux outils vraiment tous les jours. Et ça, c'est vraiment... c'est un peu le must. Ce qui est chouette de se remettre toujours en question par rapport à ça. Ouais. Ok, super. Donc, on va peut-être arriver vers la clôture et de reprendre les éléments les plus essentiels, les fameux key takeaways. Donc, voilà, je te laisse un peu lister ce que tu penses être essentiel à retenir pour aujourd'hui. Ouais, donc clairement, baser vos décisions stratégiques, comme vous l'avez vu, sur des vanity metrics, ça peut être un peu foireux, pour le dire tel quel. On vous conseille vraiment de définir vos KPI selon vos propres objectifs, toujours. Donc, éventuellement redéfinir à nouveau des dimensions ou même des métriques dans Analytics selon ce que vous avez besoin d'accomplir et avec différentes étapes, éventuellement. Basez vos listes de remarketing sur des actions et pas sur simplement toutes les personnes qui sont venues voir une page de mon site. Ça, c'est pas intéressant et en général, ça donne pas nécessairement de bons résultats. Et j'ai envie de vous dire, soyez data-driven, oui, mais seulement si vous êtes sûr que vous n'avez pas trop de wheelies, entre guillemets, qui sont dans votre set de data. Parce que autrement, vous allez brûler énormément de cash. Ok. Donc, par rapport à ça, si on devait faire un wrap-up, c'est ces 3 axes que tu proposes. Qu'est-ce que tu conseillerais quand même pour éviter, comme tu dis, pour éviter les wheelies, pour enrichir les données de manière réfléchie, sans foncer tête baissée sur typiquement de l'acquisition de trafic non qualifié? Est-ce que tu as 2-3 tips and tricks que tu as pu appliquer sans divulguer de nom, sans rien dire? Moi, je conseille vraiment donc des dimensions personnalisées. Dans Analytics, que ce soit des dimensions, des métriques personnalisées, de pousser aussi des données liées à certaines visites. Donc, si par exemple le client permet de faire à son propre client, on va dire, une configuration, une simulation ou autre, vous pouvez récolter des données liées à ça et constituer des audiences sur base de ces simulations. Donc, est-ce que la personne, lorsqu'elle a fait une simulation, si je prends l'exemple d'une voiture, est-ce qu'elle a pris plutôt tel ou tel modèle, automatiquement, vous pouvez classifier ce visiteur en 2 catégories ou en différentes catégories en fonction du modèle qui l'intéresse. S'il est plus aisé, il prendra un modèle qui est beaucoup plus cher, avec plus d'options, etc. S'il est moins aisé, il prendra un modèle qui est plus basique. Ça vous permet déjà d'aller beaucoup plus loin et après de définir toutes ces différentes audiences dans votre compte Analytics. C'est très facile une fois que vous avez des dimensions personnalisées parce que ça va vous permettre d'analyser le taux de conversion de ces différentes audiences et donc de valider en fait vos hypothèses de base qui sont de dire quelqu'un qui fait tel et tel engagement, a priori, il va avoir tendance à convertir plus. Ok, vous pensez que c'est le cas, essayons-le, mais vérifions quand même dans Analytics que c'est bien la vérité. Ok, et puis même derrière ça, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais je me dis qu'on a un petit peu de temps, donc on peut faire un petit écart pour annoncer des sujets futurs d'ateliers ou de webinaires. C'est typiquement l'intérêt de créer ces dimensions personnalisées, comme tu l'as dit, pour éventuellement les combiner et puis faire des tableaux de bord marketing qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu éventuellement connaître il y a quelques années. Je regardais encore il n'y a pas longtemps Marketunist, on l'a partagé sur les réseaux sociaux, où on fait un tableau de bord ou un beau graphique. Là, une carte, on ne sait pas trop ce que ça représente, et là, des chiffres qui rassurent le management, mais nous-mêmes, on ne sait pas en tant que marketeer ce que ça représente au niveau business pour notre société.
finalement, quand on lie chaque action à des dimensions personnalisées et qu'on combine ces dimensions à différents objectifs stratégiques, on arrive à faire des tableaux de bord qui permettent vraiment de piloter le marketing de bout en bout. On est bien d'accord. C'est vraiment ça l'idée. Ok, donc voilà. Ben, j'espère que donc voilà, on arrive vraiment à la fin cette fois-ci de notre présentation. On espère sincèrement que ça vous a plu. C'était assez technique comme sujet, un peu plus technique que ce qu'on a l'habitude de faire. On avait vraiment envie de parler un peu de ces vanity metrics et de ce que ça peut représenter pour une entreprise, de s'acharner parfois un peu sur ce qui semble évident et simple à suivre, mais qui en fait n'est que rassurant pour vous, mais pas pour votre portefeuille, ni pour vos actions marketing, ni pour votre tactique, ni pour votre stratégie. Donc vraiment d'avoir cette réflexion sur la data, de ne pas en avoir peur non plus, parce que je pense que voilà, il y a des données qui sont très claires et qui sont évidentes à suivre, d'autres qui le sont peut-être un peu moins, comme le temps de session sur un site. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une petite vidéo prochainement. Mais il y a vraiment des chouettes données à aller récupérer. Il ne faut pas avoir peur des data. Je crois que il faut pas diaboliser ça. Il ne faut pas non plus ne faire confiance qu'à un set de données. Tu parlais du sampling, tu parlais du fait que parfois on n'a pas assez de données pour pouvoir se retourner. Ça, c'est la maladie du marketing, on la connaît tous. C'est pas nouveau. Donc voilà, si vous avez vraiment la moindre question, ben voilà, on ouvre maintenant le poll à toutes les questions-réponses. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci déjà pour les commentaires. Ouais, voilà, c'était un plaisir, vraiment un plaisir de vous présenter ça aujourd'hui avec Emile. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez des questions, shoot, on y répond.